IDFM 98 de la bande FM. Bonsoir à tous. Bonsoir à toutes et bonsoir à tous. On va oser la révolution. Non, on va oser la révolution avec un petit chapeau sur le E du rêve. On va rêver de révolution ce soir avec Lily Ose, ou plutôt avec Amélie Dalmazo, qui est déjà passée sur cette antenne il y a quelques années. Merci d'être en direct sur l'antenne d'IDFM. Amélie, bonsoir. Bonsoir et merci Joël de me recevoir. Alors vous êtes auteure, compositrice, interprète, chroniqueuse, philosophe et sémiologue des médias. C'est quoi sémiologue des médias? Alors la sémiologie, c'est l'étude du sens et de la signification. C'est utile par exemple quand on veut décrypter une publicité ou de l'information par exemple. Donc on étudie la manière dont les médias construisent le message et dont les gens décodent les messages. Alors comment vous faites pour savoir comment les gens décodent les messages? C'est intéressant ça, vous allez peut-être nous aider à les décoder un peu mieux. Alors c'est une science, la sémiologie, donc il y a beaucoup d'outils qu'on nous enseigne évidemment pour le faire, mais c'est toujours relatif à une culture donnée, puisque en fonction de notre culture, de notre langage en fait, on va pas décoder les messages de la même manière. Par exemple, on va dire que le blanc, en France, c'est une couleur qui va connoter la pureté, par exemple, la virginité. Alors que en Asie, en Chine, par exemple, c'est la mort que ça connote. Comme le noir pour nous, la mort. Voilà. Et donc, en fonction à la fois de la culture des personnes qui communiquent entre elles, donc de leurs symboles, en fait, mais aussi en fonction des contextes. Parce que, par exemple, si je reste sur l'idée d'une couleur, selon l'endroit où on va utiliser le rouge, par exemple, ça peut être le danger sur la route, par exemple, quand on a un stop ou quelque chose qui est dangereux, on va utiliser du rouge. Dans les médias, par exemple, dans la presse, ça va être ce qui va être exclusif. Et puis, s'il s'agit de parler d'amour, ça va plutôt connoter la passion. Voilà, donc il y a aussi des contextes qui doivent être observés pour pouvoir interpréter correctement tous ces signes. Alors ça vous sert à quoi de pouvoir regarder dans une publicité quels sont les messages qui passent? Alors c'est très intéressant pour pouvoir avoir conscience de la manière dont on souhaite nous influencer en fait, parce que les médias évidemment souhaitent nous faire passer des messages et souhaitent nous permettre d'interpréter à leur manière en fait l'information. Alors on parle d'une publicité, mais on peut parler de la vie politique, on peut parler de l'information mainstream dans un journal télévisé. Et donc c'est très utile de comprendre quelle est l'idéologie qui est sous-jacente à cette prise de parole en fait. Voilà, donc ça nous permet d'avoir plus de résistance aussi aux médias. Pour moi, ça devrait même être enseigné très tôt auprès des enfants. Ça sera pas enseigné puisque sinon on pourra plus les programmer. C'est ça. On est en 2019, ça n'arrive toujours pas en tout cas. Vous êtes aussi docteur en sciences de l'information et de la communication. Vous êtes spécialiste du charisme, des problèmes identitaires et des phénomènes fan et fantastique. Fan et fantastique. Fan et fanatique. Ah oui, alors je l'ai mal écrit. Ça n'a pas été Voilà, fan et fanatique. Du coup, c'est plus proche quand même. Ouais, mais c'est marrant parce que fantastique et fanatique, il y a juste un T en plus. C'est vrai. Donc phénomène fan. Vous avez écrit un livre sur Michael Jackson. Oui, j'ai écrit effectivement un livre sur Michael Jackson qui s'appelle Michael Jackson n'a jamais existé, qui est sorti il y a un certain temps maintenant, ça fait 10 ans, qui était en fait une partie de ma thèse de doctorat que j'avais consacrée au charisme, aux identités et aux phénomènes de fans, et que j'ai voulu rendre accessible au grand public, on va dire. Donc je me suis intéressée à la construction du phénomène. Comment est-ce qu'on construit en fait un charisme? Pourquoi certaines personnalités vont fasciner plus que d'autres? Quels sont les enjeux identitaires qui vont faire que cette personnalité va séduire ou va réussir à quelque part fédérer des communautés? Et puis qui sont les fans qui sont confrontés à ces images, à ces récits? Comment ils réagissent? Comment ils s'approprient ces images? Et pourquoi? Et en quoi ça résonne chez eux? Donc c'est là où la sémiologie est utile pour pouvoir comprendre comment, dans la manière dont on écrit des figures charismatiques, qui sont des récits, au même titre que les récits médiatiques standards, comment est-ce qu'on va pouvoir leur donner ce caractère de toute puissance, par exemple. Et ça va
s'exercer dans tous les domaines. Ça peut être le domaine artistique, mais ça peut être aussi évidemment dans la vie politique, comme on crée des leaders en fait. Et cela au-delà des langages. Qu'est-ce qui fait que je vais donner un exemple très très bête, mais souvent on a fait des études sur le charisme de certaines personnalités, donc le charisme de Mohamed II, le charisme de Lady Di, et on n'avait pas jusqu'ici trouvé une espèce d'unité là-dedans. Mais moi je me suis intéressée vraiment sur non plus la forme, mais le fond. Qu'est-ce que ça signifie ? Et précisément, si on prend par exemple un chef d'État français pour montrer sa toute-puissance, il va faire le défilé du 14 juillet, puis il va y avoir des chars, une armée gigantesque, des avions qui vont passer au-dessus de lui. On va se dire waouh, il est fort parce qu'il est à la tête de tout ça. Si on va en Afrique, on va plutôt avoir un lien avec la magie, l'animisme, et donc on pourrait imaginer que l'homme charismatique, ça va être le sorcier et qu'il va claquer des doigts et qu'il va y avoir des explosions ou des étincelles qui vont se produire. Mais au fond, l'idée qui est sous-jacente à ça, c'est la même. C'est l'idée que l'homme charismatique, il a une maîtrise de son environnement, que ce soit sur les hommes ou sur les forces naturelles. Voilà, par exemple. Alors, qu'est-ce qui fait que Michael Jackson n'a jamais existé ? Alors évidemment, c'est un titre qui a pour but de montrer que Michael Jackson, c'est une figure, c'est un personnage, c'est pas un homme réel dans notre imaginaire. On l'a tous écrit, tous ensemble. Et d'ailleurs, on continue à écrire son histoire alors qu'il est mort. Et il continue à vivre, en fait, à travers nos inconscients, à travers notre culture. Et sa musique. Et sa musique, évidemment. Donc ça, c'est ça que j'ai voulu dire en premier lieu avec ce titre, que c'est un mythe, une construction qui est en fait un miroir de qui nous sommes, collectivement, mais aussi individuellement. Et puis, dans un deuxième temps, l'idée, c'est aussi de dire que, quelque part, cette créature, ce personnage, c'était une créature, a complètement éclipsé l'homme réel, la personne, qui, elle, était extrêmement méconnue, en fait. Et que l'homme réel n'a pas pu exister face à la puissance évocatoire de ce mythe, quoi. Il a même essayé de se transformer pour ressembler un peu plus à ce qu'on attendait de lui. Mais on peut casser un mythe, parce qu'il y a bien des moments où on a cassé le mythe Jackson. Oui, mais ça fait partie du mythe. On observe que les plus grandes figures charismatiques, elles ont souvent une part obscure. Et c'est tout à fait normal parce que, au départ, il est le reflet de nos désirs. Donc on a le désir d'être tout puissant, d'être polymorphe, d'être désirable. Et on peut pas dire que ça serait un parfait miroir de l'homme s'il y avait que de la lumière. Donc très rapidement, une fois qu'on va nourrir cette figure de nos affects, de nos projections, de nos identifications, on va aussi y projeter notre ombre. Et on observe que Michael Jackson a également été le reflet de toute cette obscurité de l'homme, aussi bien sur les problématiques sociales, puisque il faut se rappeler que avant l'an 2000, il n'y avait pas du tout de questions autour des droits de l'enfance, et que la pédophilie est arrivée dans la société à cette époque-là. On se souvient de l'affaire d'Outreau. Il y a eu ce qu'on appelait la psychose pédophile. Et donc au moment où Michael Jackson a été accusé de pédophilie, c'était pile poil le moment où on était dans cette psychose pédophile. Et donc, il a été le miroir de ces enjeux sociaux aussi. Et puis, de nos problématiques psychiques, parce que finalement, il a été en quête d'être une parfaite image. Et je crois que c'est un peu le mal dont nous souffrons tous dans cette société, parce qu'on est dans une société qui est très conformiste, qui voudrait qu'on soit tous faits dans le même moule, en fait. Et il a révélé à la fois sa capacité à répondre à cette exigence, en un premier temps, mais il a aussi, par le fait que justement son physique s'est dégradé, il a révélé finalement les propres névroses dont il souffrait, et finalement le prix à payer du fait d'être une image. Finalement, ça nous tue d'être une image. Outre le fait que ça nous détruit progressivement, ça nous tue. On reste un peu sur la pédophilie, parce que, je veux dire, maintenant, on en parle beaucoup, et ça donne peut-être des idées à ceux qui n'y pensaient pas. C'est un double tranchant. C'est comme toutes les histoires de MeToo pour les femmes aussi. C'est-à-dire le fait de mettre ça en avance, puisque est-ce que ça serait un problème de sémiologie, c'est-à-dire une espèce de publicité cachée qui se fait en dénonçant un problème. Finalement, on le met sur le devant et on donne la possibilité à ceux qui étaient sur le fil du rasoir de devenir comme les autres.
Alors, je suis pas convaincue qu'on puisse devenir pédophile par imitation. Je pense que c'est une maladie psychique. Enfin, c'est une problématique psychique qui répond à certains critères psychiques. C'est vrai que si je reste sur Michael Jackson et que je parle de la pédophilie, on sait qu'il y a eu récemment, il y a eu quelques mois, un nouveau documentaire qui est paru, enfin, si on peut appeler ça un documentaire, sur M6. Je crois que ça avait été diffusé sur M6. Peut-être que je me trompe, j'ai plus la télé. Moi non plus, j'ai pas de télé. Il a été diffusé relativement massivement et notamment sur YouTube, et dans lequel on voit 2 jeunes garçons qui reviennent sur les accusations. Oui, c'est démenti. Voilà. Alors, c'est vrai que c'est un documentaire à charge. Il y a aucune contrepartie. On ne replace pas du tout les témoins dans leur contexte véritable, dans leur quête aussi d'argent, etc. Donc, moi, quand j'ai regardé ce reportage, on va dire plutôt, j'ai effectivement été choquée par la sensation qu'on normalisait la pédophilie, qu'on en faisait comme quelque chose qui était comme une relation amoureuse entre un adulte et un enfant, et que donc il y avait quelque chose de tout à fait anodin. Enfin, ça m'a vraiment choquée. Et je pense que justement dans la volonté éditoriale de l'auteur à faire valoir cette cause de ces 2 hommes qui ont été quand même rejetés plusieurs fois auprès de la justice américaine. C'est-à-dire qu'ils ont porté une volonté de faire une des poursuites devant la justice américaine qui plus d'une fois leur a dit non, sachant qu'ils étaient tous les 2 des témoins clés qui ont participé au fait qu'il était innocent. Oui, c'est bien pour ça que je mets le point là-dessus avec l'affaire Weinstein et tout, c'est-à-dire que maintenant c'est comme si c'était normalisé. Alors c'est vrai qu'après, par rapport vous parliez du hashtag MeToo, c'est la même chose pour les femmes qui dénoncent des hommes. Moi, ce que je trouve dommage, vous voyez, c'est qu'aux États-Unis, on avait ce hashtag MeToo. En France, on a eu quand même balance ton porc. C'est quand même super plus violent et stigmatisant. Ça va pas favoriser une réconciliation. Et donc ça, je suis d'accord que on est dans une société qui, plutôt que de rassembler, veut systématiquement créer de la division. Je crois que c'est nécessaire que la parole se libère. C'est une belle chose, la parole. Mais il faut pas que ça devienne quelque part une vindicte ou une manière de placer la faute ailleurs ou de montrer du doigt et de créer encore plus finalement de division et d'incompréhension. Oui, surtout que ça amène les écoles à donner des cours d'éducation sexuelle à des enfants de 4 ans pour je veux dire, on arrive dans un système complètement fou, quoi. C'est-à-dire que la théorie du genre et tout ce qui se passe au niveau de l'enfance, l'enfance est tellement mise sur le devant du panier qu'on est en train de la sacrifier. Alors là-dessus, j'ai pas assez de recul pour vous répondre. Alors on en parlera peu. Je l'ai dit quand même, en 2007, lors des élections présidentielles, en collaboration avec le CNRS, vous avez étudié les stratégies d'image et de la communication des hommes politiques. En 2007, c'était qui? C'était Sarko, non? C'était Sarkozy contre Ségolène Royal au second tour. C'est bizarre, ça ressemble beaucoup à ce combat de coqs et de pouliches et de poulettes qu'on a eu aux dernières. Il y avait une femme et un homme. Donc c'est pour rigoler. Aujourd'hui, vous exercez comme vous exercez comme auteur de livres, d'articles et de chansons, mais aussi comme chroniqueuse philosophique et spirituelle sur YouTube, avec sagesse au pluriel de vénusienne. Qu'est-ce que c'est que ces sagesse de vénusienne? Alors l'idée, c'est des chroniques en fait philosophiques et spirituelles, dans lesquelles j'ai choisi d'interpréter une vénusienne qui parle aux terriens. Alors pour moi, c'est intéressant parce que ça me permet de prendre une distance, et je trouve qu'on est dans des réflexions qui souvent sont, enfermées par le cadre de l'existant. Je m'explique. Par exemple, on peut avoir cet idéalisme de se dire que ça serait bien dans l'absolu que on n'ait pas besoin de frontières, par exemple. Vous voyez, on pourrait se dire ça, que l'humanité se donne la main. On pourrait avoir cet idéalisme-là. Quand on commence à projeter cette envie, cette ambition, on va nous répondre mais c'est impossible, parce que les faits d'aujourd'hui font que c'est impossible. Et du coup, ça nous empêche de penser un autre monde. C'est ce que je crois. Donc, moi, mon objectif avec cette chronique, c'est d'ouvrir sur une réflexion qui est plus large,
qui va prendre plus de recul plutôt que d'être collé finalement au papier tu mouches, quoi, de plus avoir cette possibilité de projeter, d'avoir de l'ambition, de rêver quelque chose, sous prétexte que le monde d'aujourd'hui est complètement pourri et que donc on serait comme enfermé dans ce monde pourri et qu'il y aurait plus d'issue et qu'on pourrait plus rien inventer. Voilà, donc c'est ça l'idée de cette chronique. Et puis c'est de parler aussi de valeurs, parce que je crois qu'aujourd'hui on parle plus trop de valeurs, on parle beaucoup de... Finalement, il y a plus de fond, je crois. Donc remettre à la fois aussi le sens des mots, qui ont été complètement galvaudés. C'est vrai que YouTube a ouvert, Internet a ouvert comme ça une culture accessible au plus grand nombre. Tout le monde peut participer à la création de cette culture, c'est fabuleux. Et en même temps, il faut faire attention parce que le langage a un sens et les concepts ont une histoire. Et donc si je prends par exemple des personnes qui vont travailler sur l'amalgame entre je pense, le champ religieux ou ésotérique, on a pas mal d'intervenants qui vont nous expliquer que Satan, Lucifer, c'est la même chose. Et pourtant, ce sont des concepts très différents. Oui. Voilà, et c'est dangereux de tout écraser comme ça, de tout amalgamer. Donc moi, mon objectif, par ce fait que je sois sémiologue et que je me suis du coup beaucoup intéressée aux mythes, et que j'ai cette compréhension de l'étymologie, de l'étude du langage, parce que c'est une science du langage, j'essaie de remettre dans des contextes tous ces mots qu'on emploie et qu'on galvaude, quoi. Donc dans Sagesse vénusienne, vous faites des petites parties tous les combien quand ça vous plaît? Alors normalement, on s'était dit qu'on allait faire ça une fois par mois. Après, c'est vrai que ça dépend, il y a des chroniques. Plus ça va, plus elles durent longtemps. Au début, ça durait 5 minutes. Puis maintenant, des fois, la dernière émission, elle dure 1 heure et quelques. Sur le thème de « Sommes-nous en enfer ?» Donc c'est vrai que ça peut me demander un certain temps à préparer. Alors moi, je suis une éternelle étudiante. Je passe mon temps dans les bouquins, à lire, à ressentir, à analyser, à observer. Donc j'ai toujours comme ça des réflexions qui sont en maturation. Mais il y a aussi des choses qui sont très complexes. Voilà, en ce moment-là, j'ai l'objectif de faire une prochaine chronique sur l'Égypte ancienne. Mais l'Égypte ancienne vue par les Occidentaux, c'est incompréhensible. Donc il faut repartir en Afrique. Il faut aller chez ceux qui sont, je dirais, les spécialistes des Kamites. Parce que les Kamites, c'était le premier nom de l'Égypte, en fait, de l'Égypte ancienne. Et il y a en Afrique des tas de peuples qui ont hérité de ces cultures-là et qui, du coup, ont une bien meilleure compréhension de ces mythologies, etc. Donc ça va demander quand même beaucoup de temps parce que je suis quelqu'un qui a quand même le désir d'essayer de dire le moins de conneries possible, quand même. C'est pas mal. Alors, est-ce qu'on est en enfer? Est-ce que nous vivons en enfer? La question est très vaste. J'invite nos auditeurs à aller écouter la chronique sur la chaîne Miasme TV pour laquelle j'interviens. Pour répondre succinctement, je crois que c'est difficile d'avoir une réponse. Moi, ce que je crois, je fais partie de ces personnes qui croient en ce qu'on pourrait dire la philosophie hermétique. Et donc la philosophie hermétique qui vient de Hermès Trismégiste, elle considère que notre conscience crée notre réalité. Et que donc, quelque part, on va générer nos propres épreuves, que tout est miroir. Et que, finalement, ce qui vient de l'extérieur est une nécessité que la conscience appelle pour pouvoir dépasser une problématique. Ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. Voilà, et donc, quelque part, exactement, et donc, quelque part, ce que je veux dire par là, c'est que, d'une certaine manière, on crée notre propre enfer. Mais cet enfer est le contexte de notre libération. Donc l'enfer, c'est pas les autres, comme disait je ne sais qui, là. C'est Sartre, je crois qu'il disait ça. Alors qu'est-ce qu'on passe là? Parce que vous êtes aussi chanteuse, on passe la politique. Avec plaisir. Voilà, on l'a pas écouté hier soir. Ça va partir sur l'antenne de DFM. On se dit amis, on se tape la bise, on se colle chérie comme dans le showbiz. Bien poli et policé, on se résigne, on est coincé. Costume de pingouin, on se renifle l'arrière-train. On se police, on squatte bien, on met un masque.
syndic. Dès le lundi, les non-dits, dis merci et puis souris. Tous les matins, tu te caches de tes désirs, tu te détaches. Tu te censures et tu te pétriques dans un mur comme une brique. La politique, ça fait plus chic en mode focus systématique. La politique revendique un monde en toc, tout synthétique. La politique symptomatique d'un monde de robots mécaniques. La politique revendique un monde en toc, tout synthétique. La politique systématique, c'est le suicide de l'authentique. Un monde en toc, tout synthétique. La politique symptomatique d'un monde de robots mécaniques. La politique revendique un monde en toc, tout synthétique. La politique systématique, c'est le suicide de l'authentique. Bon, ça s'appelle la politique. Lily ose, mais elle ose, hein. Elle ose la révolution avec un R. Lily. Alors, on était sur l'enfer, donc on va rester. Vous avez qu'à aller sur YouTube et taper Lily ose. Il y a plus de. Qu'est-ce que j'ai fait? C'est moi. Oui, elle a appuyé sur le bouton vert. Elle a choisi le bouton vert et pas le bouton rouge. Voilà, il faut taper Lily Ose et vous allez tout trouver. Sur quoi on part maintenant? Donc sur le phénomène des fans et des fanatiques. Des fanatiques, il y en a plein, pas uniquement dans le domaine artistique. Absolument. On peut même être des fanatiques de son chien. Hein. On peut être fanatique de son travail. En fait, on a réduit cette notion à tout ce qui est exogène à notre culture. Hein. Ce qui n'est pas dans notre normalité et peut être jugé comme fanatique parce que c'est disruptif. Mais ce qui est normal ailleurs, enfin ce qui est fanatique pour nous est peut-être normal ailleurs et inversement. Donc on est toujours aussi potentiellement le fan ou le fanatique d'un autre. Hein. Après, c'est vrai que c'est un phénomène qu'on peut traverser à différentes périodes de notre vie, dans des manières très différentes. Il y a quelque chose qui est très proche de phénomènes dans la suggestion amoureuse, par exemple, quand on est codépendant, par exemple, dans une relation amoureuse, qu'on a l'impression que notre vie s'arrête si l'autre ne veut pas de nous, vous voyez. Oui, il y a quelque chose qui est très semblable. Dès qu'il est plus là. Donc il est plus là. Donc au début. Pardon ? Au début des relations, oui. Oui, c'est souvent le propre aussi des relations qui manquent de maturité. Avec l'âge, on commence à trouver un équilibre psychique et affectif, ce qui fait qu'on a peut-être moins ce besoin de se projeter en l'autre et de vivre à travers lui, parce qu'au fond, le fanatisme, c'est ça. C'est une problématique identitaire. C'est une manière de se définir de manière très restreinte. Nous sommes des êtres très complexes, avec beaucoup de facettes identitaires différentes. Et le fanatique, c'est celui qui va se réduire à une seule de ces facettes et qui va tout investir là-dedans. Il va mettre toute son énergie psycho-affective dans une seule partie de son identité multipolaire. Et donc forcément, il y a un déséquilibre. Mais à une époque où on demande aux gens de s'auto-définir, de savoir ce qu'ils veulent faire dans leur vie, qu'on leur dit qu'ils sont responsables d'eux-mêmes, qu'ils doivent savoir qui ils sont, et qu'en même temps, on leur donne des injonctions permanentes pour être conformes à des images, parce que sinon ils sont rejetés, c'est très compliqué pour les individus de trouver finalement cette liberté d'être. Qu'est-ce que l'être aujourd'hui? C'est quelque chose dont on parle jamais. Encore là, on a la crise des gilets jaunes. Enfin, c'est pas une crise, c'est symptomatique d'un gros problème systémique dans le monde entier, qui consiste à avoir réduit l'humain à un consommateur. Un avoir. Et pas un être. C'est ça. Et on continue à nous dire que c'est un problème de consommation.
il faut que les gens puissent consommer. Mais non, c'est pas un problème de pouvoir d'achat comme on nous l'a dit. Le problème, c'est la question de la souveraineté. Est-ce que je suis souverain à me déterminer moi-même comme ce que je suis? Ou est-ce que je laisse les autres me dire qui je dois être pour être aimé? Voilà, on est très loin de l'amour inconditionnel. On est très loin de la liberté d'être pleinement dans son individualité. Et donc, quand on a ces lacunes identitaires très fortes, on va voir ressurgir des phénomènes très forts. Mais enfin, ce n'est pas nouveau, hein. Ceci étant dit, ça a toujours été le fanatisme. C'est humain. On revient en 2007 lors des élections présidentielles en collaboration avec le CNRS quand vous avez étudié les stratégies d'image et la communication des hommes politiques. Qu'est-ce que vous en avez défini? Alors, moi, j'ai étudié surtout on va dire la campagne de Nicolas Sarkozy et celle de Ségolène Royal. Comment est-ce qu'ils construisaient leur charisme, comment est-ce qu'ils mettaient en scène leur personnage. Il y a de manière très connue, je dirais, une discipline qui s'appelle le marketing de l'homme politique. Aujourd'hui, les hommes politiques font du marketing. Donc, ils vont avoir des segments de population, comme on a des segments de marché, vous voyez. Et on va déterminer le programme en fonction des segments à convaincre. Et en fonction de ça, on va mettre en place des langages, des symboles, des postures qui vont favoriser l'adhésion de ces publics, segments. Voilà, donc pour moi, la politique aujourd'hui n'est plus du tout politique. En fait, elle est purement commerciale. C'est ce qui explique d'ailleurs les changements constants de point de vue, d'un sujet à un autre, en fonction des élections. Tiens, un jour je suis pour le mariage homosexuel, le lendemain je suis contre, ou inversement, vous voyez. C'est parce qu'il n'y a pas de véritable engagement philosophique derrière ça. Il y a une volonté de conquérir un marché dans le but d'obtenir le maximum de voix. Voilà. Et puis on se rend compte que, parce que moi j'ai beaucoup travaillé aussi sur la réception de cette campagne avec ce qu'on appelle un focus group, donc des groupes d'électeurs qui donnaient leurs impressions. Et on se rend compte que les gens sont beaucoup dans enfin en tout cas à l'époque, parce qu'on a beaucoup évolué aussi. 2007, ouais, ça fait quand même 13 ans. Oui. Ça a beaucoup évolué. Mais il y a beaucoup de caractère affectif. On a personnalisé la vie politique, justement. Il y a plus. D'ailleurs, ça a amené à la disparition, entre guillemets, des partis. Parce que ce qui a révolutionné, entre guillemets, Macron, mais il l'a fait sciemment parce qu'ils ont bien observé, c'est le fait que les institutions politiques ne sont plus finalement légitimes aujourd'hui. Et les partis politiques, pour permettre le renouvellement de leurs représentants, se sont mis à disparaître au profit de la personnalité. Ce qui fait que quand, on va dire, un grand parti, il y a une figure politique qui meurt, symboliquement, c'est-à-dire qu'elle n'est plus populaire, on en met une autre, et puis on dit c'est plus le même. Mais c'est toujours le même parti qui est derrière. Donc ils ont utilisé cette technique, ce qui a fait qu'à un moment donné, les gens ont commencé à ne plus croire aux partis politiques. Et Macron, qui a senti ça, qui a vu arriver ces mouvements citoyens, de ces volontés de s'affranchir de ces élites, a construit une image complètement imaginaire d'un homme qui serait un citoyen, qui ne viendrait pas des mêmes horizons que les autres, et qui spontanément se portait porteur d'un mouvement. Alors là, récemment, ils ont refait un parti politique. Mais ça n'a jamais été autre chose qu'un parti politique. Amélie Dalmazo, comment vous pouvez nous éclairer sur le fait qu'avant, on avait des présidents qui étaient âgés, je pense à De Gaulle, enfin on avait des vieux, parce que c'était très paternel, on savait que le vieux, il avait de la connaissance, et que maintenant, on demande pratiquement des gamins, c'est-à-dire, c'est vraiment passé du très vieux au très jeune. Pourquoi ? Alors, je pense que parce qu'il y a une usure de la Ve République. Je pense que les gens sont épuisés. Oui, mais c'est pas une question de République. Comment on peut penser que quelqu'un de 40 ans a tellement de... J'entends bien, mais ce que je veux dire, c'est comment peut-on même penser qu'un homme fait la politique d'un pays, en fait, dans l'absolu. Cette idée d'un président messianique qui va nous sauver est complètement révolue. Aujourd'hui, les gens veulent co-construire, ils veulent être dans une collaboration, et ça, c'est beau. Il faut l'entendre. Les gens qui vont dans la rue, aujourd'hui, finalement, demandent à participer.
et on leur refuse. Oui, mais c'est l'Europe qui le refuse, c'est pas notre président. Bien sûr qu'il y a l'Europe qui est derrière. Mais entendons donc que la jeunesse, enfin, on appelle au renouvellement de la classe politique, mais en réalité, on appelle au renouvellement du système politique. Parce que si on entend bien la crise des Gilets jaunes, les revendications de tous ces gens, c'est un désir d'en finir avec ce système politique. Et moi, je pense que concrètement, si les mots étaient mis, on entendrait plus souvent parler de la première République ou de la sixième, ou de la première, démocratie, on va dire, parce que faut vraiment se rendre compte qu'aujourd'hui, je pense qu'on est dans une prise de conscience du fait que le système politique tel qu'il est construit n'est pas démocratique, pour plein de raisons. Et donc, il y a un appel à cette volonté démocratique, à une émergence véritable de cette espèce de participation collective, ou en tout cas, au minimum, à une sixième République, quoi. Oui, mais ça ne me répond pas à ma question. Comment peut-on penser qu'un jeune, très jeune, même s'il sort d'une école assez prestigieuse, qui d'abord, on se demande vraiment s'il l'a faite, mais ça c'est une autre histoire, comment on peut penser que quelqu'un de 40 ans a autant de bagages que quelqu'un qui en a 60 ou 70 ? Je suis d'accord. Comment on peut penser ça ? Une seconde, qu'on soit jeune ou vieux. Oui, mais combien sont les gens véritablement à avoir voté de cœur pour Macron? Parce que si on prend les vrais chiffres des votes, vous voyez, il est à 20%. Mais beaucoup moins. C'est-à-dire que ce qui est intéressant, c'est quand on est sur les législatives ou les municipales, par exemple, et qu'on observe les vrais scores des partis, et on se rend compte que en fait les trois grands partis, donc le Front National, le parti socialiste et puis les Républicains vont chacun tourner autour de 10-11%. Et que la majorité des gens s'abstiennent. Et les gens ne votent plus. Alors justement, pourquoi ils s'abstiennent ? Ils votent plus parce que je pense qu'ils sont en désaccord avec ce système. Parce qu'ils n'y croient plus. Mais parce que qu'est-ce qui nous est proposé ? Est-ce qu'on a vraiment le choix des candidats ? On voit bien que ça fait des années, là, depuis déjà les dernières élections, il y avait déjà cette genèse du mouvement populaire avec la volonté des citoyens de proposer des candidats à l'élection présidentielle. On n'en a eu aucun. Ben non, puisqu'il faut des signatures de maire. Il faut les 300 signatures. Donc on voit bien que s'il faut que les institutions légitimisent les candidats, on a un problème démocratique déjà à la base. Vous voyez ? Et donc les gens, à un moment donné, ne veulent plus cautionner ça. Ils n'ont pas l'impression que voter va changer quelque chose. Et puis pire encore, ils ont l'impression qu'ils entretiennent la fausse légitimité de ces gens. Alors comment on fait la révolution avec un petit chapeau sur le E du rêve ? Alors c'est vrai que pour moi, il faut rêver, c'est important. Parce que c'est évidemment très important d'avoir des lanceurs d'alerte aujourd'hui, des gens qui se battent, qui dénoncent toutes les choses qui dysfonctionnent. C'est important. C'est eux qui se retrouvent en prison. C'est vrai. Et il faut les saluer. Maintenant, il est aussi important de projeter des choses. Parce que vous voyez, c'est comme un sportif. S'il projette qu'il va perdre ou s'il se concentre sur le fait qu'il n'a pas les bonnes chaussures, il va perdre la course. Si on se projette demain sur un avenir meilleur, si on donne une direction quelque part à nos désirs, alors on a déjà une chance d'aller quelque part. Voilà. Donc moi, je crois que, en tout cas, ma manière à moi de résister, je vous dirais, parce que moi, je fais partie des gens, justement, qui ont arrêté de voter et qui sont sortis de ce système. Alors, c'est très difficile de sortir de ce système qui nous emprisonne, mais ma manière de résister, c'est de dire... Je vais me concentrer, je vais mettre mon énergie sur ce que j'ai envie de construire. Et puis, je vais essayer tant bien que mal, même si parfois on nous en empêche, de construire ces alternatives. Je crois que tous ces gens qui rêvent, je pense par exemple, je donne un petit exemple, ce jeune garçon dont on avait beaucoup parlé, qui avait eu le projet de nettoyer les océans et qui a réussi parce qu'il rêvait. Parce qu'il avait cette envie, parce qu'il avait cet enthousiasme de la jeunesse, il a réussi à collecter plusieurs millions d'euros et à commencer le nettoyage des océans. Alors évidemment, les mauvaises langues, les cyniques diront qu'il nous faudra plus que quelques aspirateurs. C'est vrai, mais déjà c'est un début. C'est l'histoire du colibri. Voilà, c'est l'histoire du colibri. Et donc ça, c'est le rêve qui nous permet ça. Si on se concentre trop sur... Ils sont puissants, ils sont méchants, ils nous empêchent, regarde comme ils nous maltraitent, ce qui est vrai. Alors, nous, elle se dilue notre puissance à nous.
Moi, je crois qu'on a la puissance de créer ensemble. Dans l'absolu, vous voyez, je crois qu'il y a beaucoup de mythologies comme ça qu'on nous raconte, de croyances fausses, comme le fait qu'il faut créer de l'emploi pour créer de la richesse. C'est complètement débile. L'emploi, dans la plupart du temps, crée malheureusement de l'aliénation, rarement de la richesse, en tout cas rarement de l'enrichissement. La richesse, c'est nous. On sait très bien que pour gagner sa vie, il faut faire travailler les autres. Alors déjà, pour moi, j'aime pas le mot gagner sa vie. Non, mais je veux dire, si on veut gagner sa vie, c'est-à-dire faire de l'argent, c'est pas en travaillant soi-même. Oui, le système est fait comme ça. Ouais. C'est-à-dire qu'il est pensé pour que celui qui s'enrichit n'est pas le travailleur. C'est celui qui possède. C'est celui qui fait travailler les autres. Et qui fait travailler l'argent ou les biens. Bon, on va essayer de rêver une évolution. Alors, ça serait quoi là ? C'est un CD qui s'appelle Oser la révolution. Alors le CD s'appelle Révolution, effectivement. Ouais. C'est un double album de 24 titres, alors qui est pas encore sorti parce que c'est une autre affaire de produire de la musique, c'est une chose, le commercialiser, c'en est une autre encore. Et donc on est ici dans une radio, je dirais une vraie radio libre, comme il en existe peu. Une radio à l'ancienne. Voilà. Ça va quand même savoir que les gens se sont battus pour avoir la radio libre et qu'aujourd'hui on va carrément payer des comédiens parfois pour faire des faux auditeurs. Enfin, je veux dire, c'est super grave ce qui se passe. Ah oui ? Oui. Les jeux, par exemple, des fois qui sont organisés où il faut appeler la copine en lui faisant croire un truc immonde, faut qu'elle se mette en colère et auquel cas je gagne une PlayStation. Oui. La plupart du temps, ce sont des comédiens. Moi, j'en connais des gens qui font ça. Mais c'est à la radio, ça aussi, oui, à la radio. Sur des grandes radios. Donc tout ça pour dire qu'effectivement, si on veut rester libre de s'entreprendre, mais c'est vrai dans tous les domaines en fait, aujourd'hui malheureusement. Oui, mais alors on peut plus aller sur YouTube parce qu'il y a des fake news, on peut plus aller à la télé parce que vous, en tant que sémiologue, on se rend compte qu'on nous bourre la tête. On peut plus écouter la radio parce que même les trucs qu'on penserait qui sont la fake news, s'ils l'appliquaient vraiment, il y aurait plus grand monde qui pourrait pratiquer, pour le coup, Sur les grands médias. Ah bien sûr, oui. Bien sûr. Mais on voit bien qu'il y a une volonté de contrôler tout, de contrôler ce qu'on diffuse, de contrôler ce qu'on produit, de déposséder aussi les gens de leur capacité à s'entreprendre. Cette ubérisation de la société, c'est ça dont on parle. Comment des entrepreneurs, des petits artisans qui avant pouvaient encore vivre de leur travail, des commerçants, sont complètement acculés aujourd'hui et ne peuvent plus en vivre. Ça, c'est très grave. Et donc, il se passe la même chose. Enfin, moi, je suis artisane, quelque part. Je suis aussi productrice et je suis commerçante à partir du moment où je fais de la musique et où j'essaie de vendre un disque. C'est vrai que moi, mon désir, c'est pas de faire de l'argent. Mon désir, c'est de diffuser. De donner du bonheur. Voilà, de mettre des petites graines de joie, de résilience, peut-être. Parce que je crois que ma musique a cette énergie-là. En tant que sémiologue, est-ce que vous pourriez programmer les gens qui écoutent vos chansons vous pourriez les programmer au même titre que la publicité nous programme? Ça serait monstrueux. Mais ça pourrait dans le bon sens. Moi, je crois que la création doit rester un processus mystique, inconscient, intuitif, et qu'il doit être libre justement de tout objectif égomaniaque, quoi. Voilà, parce que je pense que dès qu'on rentre là-dedans, c'est là où on se trompe, quoi. Moi, j'ai travaillé longtemps avec des artistes. J'ai travaillé dans la production de télévision, j'ai travaillé dans la production de spectacles vivants, j'ai été manager, productrice d'artistes aussi. C'est très dur parce que pour exister, il faut accepter de se conformer aux attentes et donc de lisser son discours, de renoncer finalement à ce qui faisait la flamme. Voilà. Et malheureusement, quand on commence à entrer dans ces logiques-là, c'est là où moi j'observe, j'ai observé beaucoup autour de moi, c'est là où les gens vont commencer à aller mal. Alors je donne un exemple, il y a comment il s'appelle, Jean-Marie Bigard par exemple. Je me souviens d'avoir vu Jean-Marie Bigard qui passait au Stade de France. Et le jour où j'ai appris qu'il passait au Stade de France, je me suis dit, oula, il va pas bien. Et il va pas aller bien après. Et il a fait le Stade de France, alors il a fait une date, il a fait 100 000 personnes sur un spectacle où il n'a même pas retravaillé le spectacle, il n'a pas adapté à une salle gigantesque. Je veux dire, on fait un one-man show, le mec il est tout seul, il y a 100 000 personnes devant lui, c'est pas du tout un cadre fait pour recevoir ce type de spectacle. Et bien juste après, il est parti en dépression. Parce qu'il se sentait pas à la hauteur. Non, parce que je pense que
quand on fait ces choses-là, on les fait pas par goût de l'art. On les fait par le goût de la gloire. C'est à ce moment-là, moi, je vais être capable de mettre 100 000 personnes dans un stade et de prendre énormément de fric, évidemment, au passage. Mais je dis pas que c'est le fric qui l'a motivé. Moi, ce que je pense, c'est qu'à ce moment-là, c'est un délire égomaniaque. Parce que si on réfléchit à l'art, c'est pas on va pas les faire là dans les meilleures conditions. On va pas offrir quelque chose qui aura une valeur supplémentaire en le mettant dans un stade. Est-ce que c'est lui qui a voulu ou est-ce que c'est ses managers qui lui ont proposé? On ne sait pas. Alors, je connais pas personnellement Jean-Marie Bigard et je n'ai rien contre lui, d'ailleurs, vraiment. Mais je pense qu'un artiste a quand même la possibilité de résister aussi. Il faut un minimum, quoi. Et en ce qui le concerne, je pense que c'est quelque chose qui est parti beaucoup de lui. Bon, après, je veux pas dire d'ânerie, donc je m'arrêterai sur ce sujet. Sur cet album Oser la rêve, Evolution, il y a Respire dessus. Oui. Alors on va la mettre, Respire, sur l'antenne d'IDFM. Et respire, c'est le moment de sourire. Vis et respire, c'est le meilleur avant le pire. Le présent est un cadeau que l'on gâche, trop de mots. Le bonheur, c'est les heures que l'on partage avec le cœur. C'est la vie qui t'entraîne, c'est la vie que tu sèmes, c'est la vie qui t'amène les beaux jours et l'amour. Vis et respire, c'est le moment de t'ouvrir. Vis et respire, c'est le meilleur avant le pire. Laisser aller tes soucis, emporter ton ennui, ressentir ces sensations, écouter tes émotions. C'est la vie qui t'attend, c'est la vie qui te prend, c'est la vie qui t'apprend les beaux jours et l'amour. Une très très belle histoire d'amour. On va respirer ce soir. On va oser aussi rêve auditionner avec Amélie Dalmazo, alias Lily Oz. Ça vous est venu d'où ce nom, Lily Oz? On dirait le magicien d'Oz, non?
Vous avez encore coupé votre micro. J'oublie. Oui. Oui, c'est vrai que ça fait penser au Magicien d'Oz. Alors, faut savoir que le Magicien d'Oz, ça a été écrit un peu par un initié aussi et que ça renvoie à Osiris. Alors, je ne le savais pas du tout quand j'ai pris ce nom. Ça veut en hébreu aussi, Oz, c'est la force céleste, quoi. Ça m'est venu parce que je crois que je suis connectée à des choses et qu'à un moment donné, c'est ça qui m'est venu. Mais c'était bien avant que je fasse de la musique. Donc, Oui, parce que vous êtes venu à la musique comme ça par hasard. bah oui, enfin, je dirais pas par hasard. Il y a combien de temps? C'est récent. Ça fait maintenant 8 ans. Ah, quand même. Bah, ça fait 8 ans que j'ai eu une révélation, parce que j'avais jamais fait de musique, je chantais pas, j'avais d'ailleurs pas du tout pour projet de faire de la musique, hein. Mais j'ai été touchée à un moment donné, j'avais sorti mon livre sur Michael Jackson, et puis dans ce désir de partager aussi des choses qui me semblaient être importantes par rapport à notre identité, à ces questionnements dont on a parlé tout à l'heure. Et puis, n'étant pas dans la petite, dans l'intelligentsia, je dirais mainstream, quoi. J'ai pas eu accès aux grands médias, hein. Et donc, j'ai pas fait un grand succès de librairie. C'était pas grave, mais disons, je me suis dit, sur un sujet aussi complexe et difficile à aborder que le fanatisme, c'est très confrontant. Et en allant voir ce concert, j'ai eu une révélation qui m'a fait dire qu'il fallait que j'écrive des chansons pour des gens connus. Alors, comment elle est venue, la révélation? J'étais à ce concert et j'ai été subjuguée. C'était un concert de Mathieu Chédid. Et j'ai été fascinée, je crois. Il y a quelque chose qui a résonné en moi. Et je me suis dit, mais c'est ça, plutôt que d'écrire des livres intello, écris des chansons pour des gens connus. Comme ça, tu feras passer tes messages. Voilà, parce que moi, c'était mon obsession de partager ces compréhensions que j'avais eu la chance de pouvoir apprendre dans ma vie. Donc vous avez commencé à faire des textes? Alors je suis rentrée chez moi le soir même, j'ai commencé à écrire des textes, d'abord en slamant, puisque je connaissais pas la musique. Donc j'ai slamé, j'ai écrit en slamant, en me disant il y a des rythmes. Et puis j'ai fait ça pendant 2 mois. C'était tout nouveau, hein, j'avais jamais fait ça avant. Et au bout de 2 mois, je sais pas, j'avais une 30aine de textes. Je suis allée voir Mathieu Chédid à l'entrée d'un concert, en me disant allez hop, on y va. Et puis ça n'a pas marché. Hein, ça n'a pas marché du tout. C'est-à-dire, vous lui avez demandé qu'il vous fasse la musique? Alors, moi, je suis arrivée, je l'attendais devant l'entrée d'une salle de concert, donc je lui ai sauté dessus dans la rue. Donc forcément, quand il faut se mettre à la place des gens, hein, je pense qu'il s'est dit qu'il y a cette folle qui me saute dessus, quoi. Voilà. Immédiatement, son manager est arrivé. C'est vrai qu'à l'époque, j'avais aussi mon livre, parce que j'étais dans cette phase de transition où, à la fois, j'avais ce fantasme de travailler pour un artiste comme lui, de construire avec lui son univers onirique, parce que moi, ça me touche beaucoup. Et en même temps, il y avait tout d'un coup ce nouveau truc qui arrivait sur des textes de chansons. Donc je lui ai donné mon livre et une enveloppe avec des textes. Mais il était très occupé à d'autres choses. Donc il a donné ça à son manager. On a pu échanger 30 secondes. Et puis moi, je suis rentrée un peu dépitée. Et jamais de suite? Ah non, il n'y a jamais eu de suite. Alors il y en a eu une, parce que l'univers est fait de manière assez incroyable, et qui fait que 2 semaines après, je me suis retrouvée en coulisses d'un concert de Ayo. Où il était là pour faire une prestation aussi, et donc je me suis retrouvée et si j'avais su que 2 semaines plus tard je le rencontrais, je serais pas allée le voir dans la rue comme ça. Mais il vous a reconnu? Oui, il m'a dit on se connaît, non? J'ai dit oui, puis j'étais tellement bredouillante, je me suis trouvée pitoyable. Mais bon, voilà, ma timidité d'enfant a ressurgi, quoi. Et puis en plus ce jour-là, j'avais écrit pour lui une chanson que j'avais nommée Monster M. Et j'ai pas osé lui donner. Et j'ai appris quelques mois plus tard qu'il travaillait à ce moment-là, peut-être 9 mois après, qu'il travaillait à ce moment-là sur l'écriture de Un monstre à Paris. Donc c'est fou, j'étais super connectée. Donc bon, en même temps, si ça avait réussi, j'aurais pas fait de musique. Vous seriez pas là ce soir en train d'en parler? Oui. Vous seriez peut-être ailleurs, mais pas ce soir en train de parler, en train de chanter. Alors, donc ces chansons, vous avez le texte, voilà. Ça suffit pas. Et il donc, faut la musique. En fait, comme j'ai foiré mon coup avec M, j'étais honteuse, quoi. Et je me suis dit, est-ce que ça chante? C'est même pas si ça chante tes textes, là. T'écris des textes, t'es qui? Et donc, pour me rassurer, j'ai essayé. Je me suis dit, est-ce que je peux faire une petite mélodie pourrie? Et en fait, il y a eu un miracle qui s'est produit. Vous l'avez fait comment? Avec un synthé? Non, je connais pas les notes. J'ai fait avec mon dictaphone. En fait, bizarrement. Vous l'avez chanté? Bah oui, j'ai pris mon texte et puis du rythme, un vieux canapé couleur tomate, une vieille armoire au laquais noir. Un vieux canapé couleur tomate, une vieille armoire au laquais noir. Wow, il y a de la musique.
Puis j'ai commencé à enregistrer, puis je fais une chanson, 2, 3, puis pouf, la musique fut, quoi. Ma vie s'est transformée. Ma vie est devenue une comédie musicale. Et à chaque fois que j'avais une émotion, j'avais une chanson, je commençais à les enregistrer sur mon dictaphone, mais absolument pas dans l'idée de les chanter moi-même. Donc après, j'ai trouvé un guitariste pour traduire ce qu'il y avait dans ma tête. Il a fallu que je lui chante. Et au bout de 2 heures, il m'a regardé, il m'a dit, je comprends pas pourquoi tu veux faire chanter tes chansons, parce que tes chansons, c'est toi, et puis tu chantes bien. Ouais, vous avez une super jolie voix. Donc le guitariste, ça fait drôle d'être accompagné quand même, hein. Oui, bah sur le coup, moi, comme je vous dis, c'était pas le projet, hein. Il m'a fallu des années pour accepter que j'allais chanter, parce que je voulais absolument pas chanter. Et donc vous avez fait un peu de scène? Oui, j'ai fait un peu de scène. Là, avec le guitariste? Alors oui, après, entre-temps, j'ai fait un disque, j'ai rencontré, je dirais, l'équipe avec laquelle je travaille aujourd'hui, l'arrangeur Thierry Matteo, qui a arrangé tout le disque, Hubert Montoya et les studios, l'Ever Studio, qui m'ont permis de réaliser ce disque, de le mettre et de faire un beau produit. Vraiment, je pense qu'on a vraiment quelque chose de qualitatif. Et puis, aujourd'hui, j'ai la chance, là, récemment, d'avoir intégré un spectacle musical dans les environs de Toulouse, au Théâtre des Grands Enfants, sur un spectacle qui s'appelle Talent et qui va jouer une fois par mois, plusieurs fois par mois, mais je dirais sur un week-end à chaque fois. Il y aura 2 ou 3 représentations au Théâtre des Grands Enfants à Cugnot. Et ça va jouer au moins jusqu'au mois de juillet. Voilà. Donc là, je chante, je danse et je joue la comédie. Donc c'est un nouveau challenge. Je me suis d'ailleurs cassé le bras sur scène au bout de 10 minutes de répète. Quand même, première répète. On devait jouer 1 semaine plus tard parce que j'ai un peu récupéré le truc au vol. Et première répète, j'ai traversé la scène. J'avais pas pris attention à regarder comment étaient faites les coulisses. Et puis je suis tombée. Donc crac. Donc j'ai fait ma première avec un plâtre. Alors là, on m'a retiré le plâtre, mais je peux toujours pas vraiment plier le bras ni le tendre. Il est encore cassé, mais la prochaine, j'espère que ça y est, je pourrai être pleinement libre de mes mouvements, quoi. Mais c'est quand même génial parce que finalement, vous êtes en train de nous montrer, nous démontrer que si on écoute un peu la petite voix qui te dit chante ou écrit de la musique, vas-y, même si t'as pas fait du solfège, même si tu connais pas la portée. Même si tu as l'impression que t'es nul, c'est pas mal ce que vous faites. Merci. Mais c'est ce que je crois. En tout cas, c'est ce que j'ai envie de défendre justement à travers mon histoire. C'est cette idée qu'on a des potentiels inexplorés. On ne sait pas à quel point on est riche. Et on néglige souvent les talents qu'on a. Et c'est en osant, justement, qu'on peut se révéler à soi-même. Et moi, c'est ça ma révolution. C'est que à un moment donné, j'ai osé, j'ai accepté même aussi ce qui m'arrivait parce que honnêtement, ça me rassurait pas du tout, hein. Moi, je suis une ancienne timide, j'ai besoin de... Alors, en tant qu'intellectuelle, je pouvais faire des débats parce que je maîtrise les sujets, mais en tant que chanteuse où il faut surtout plus penser, oh, mon Dieu, quel cauchemar, quoi. Alors, l'album Oser la révolution, la rêve-olution, qu'est-ce qu'il faut pour qu'il sorte ? Là, pour le moment, en fait, il me manque, on va dire 3 000 € pour faire le mastering et le petit booklet du CD et le pressage. Et donc, voilà, c'est dit. Il y a sûrement une façon de vous aider, peut-être en précommandant les albums. Ça pourrait être une bonne chose. Je ne sais pas comment votre site est fait. Donc, ça pourrait être une bonne chose de faire des précommandes. Sur mon site, vous pouvez précommander. Effectivement, il y a un espace boutique sur lilyose.com. Et on peut précommander l'album. Alors, il y a quand même des gens qui l'ont déjà fait. Parfois, même, il y en a qui ont précommandé l'album il y a plus d'1 an. Ils l'ont toujours pas reçu. C'est vrai qu'il faut quand même réfléchir à la manière dont on commercialise. Parce qu'aujourd'hui, pour être très concret, quand on va aller à la radio, un artiste qui se lance sans radio partenaire, en fait, il peut pas émerger. Et donc, de manière très claire, quand on veut un média partenaire, il faut accepter de lui donner des points d'auteur, des droits d'auteur. Donc aujourd'hui, les artistes doivent donner leur propriété intellectuelle, quelque part, à des radios. Toutes les radios font ça. En tout cas, les radios mainstream qui sont dans cette logique commerciale, oui. Et donc, pour ça, il faut éviter de sortir le disque trop tôt, parce que si on le sort trop tôt, après, on est fichu, on peut plus rien négocier, parce que les droits sont déjà distribués, etc. Donc, il faut parfois avoir l'intelligence, même si c'est dur, de ralentir et d'être patient. Donc, moi, je travaille de manière assez
productive, je crois, j'espère, en tout cas à cette commercialisation, parce que par ailleurs j'ai d'autres projets avec d'autres personnes qui m'accompagnent. Je veux pas trop en dire ici, mais j'espère bien que sur septembre 2020, on aura trouvé une espèce de voie secondaire qui nous permettra d'émerger dans ce panorama, si Dieu le veut, je sais pas comment on peut le dire, Inch'Allah pour certains, ou aller à Jacta Est, en tout cas. Je m'en remets à l'univers sur ce point, tout en étant quand même une petite fourmi ouvrière qui fait son œuvre chaque jour. À suivre, Amélie Dalmazo, avec 2 Z, et alias Lily Oz, OZ. Donc, merci d'être venu avec nous ce soir. À suivre, hein, puis surtout aller voir les chroniques d'une Vénusienne sur sa chaîne YouTube. On termine avec les anges ou avec la magie? C'est vous qui choisissez, Amélie. Eh bien, avec les anges. Ouais. Elle aurait dit la magie, comme vous voulez. Non, les anges, c'est très bien. bien. Allez, on se fait accompagner par les anges. Bonne fin de soirée à toutes et à tous. Restez bien au chaud ce soir. Sous vos couettes. Et puis, ceux qui sont sur la route, écoutez DFM sur le 98 de la bande FM. Avant que les anges ne gagnent, nous devrons marcher encore. Avant que les anges ne gagnent, nous devrons aimer plus fort. Et demain, mon amour, nous verrons au petit jour surgir enfin. Dans l'hiver, une fleur de lumière surgira enfin. Le printemps de la terre surgira enfin. Dans l'hiver, une fleur de lumière surgira enfin. Le printemps de la terre. Avant que l'orage ne gronde, nous devrons rêver encore. Avant que l'orage ne gronde, éveiller l'âme qui s'endort. Et demain, mon amour, nous verrons un nouveau jour surgir enfin.